Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le chapitre 6 qui s'intitule donc Dynamique des solides en translation. Ça fera appel au chapitre 6 et 7 de votre manuel. Alors qu'est-ce que c'est que la dynamique? Eh bien la dynamique c'est l'étude des causes des mouvements. En gros c'est une partie de la mécanique qui va nous permettre d'étudier les causes des mouvements. Pourquoi est-ce qu'un mouvement est comme ceci ou comme cela? Pourquoi est-ce qu'un objet est en mouvement? Eh bien cette partie-là c'est ce qu'on va appeler la dynamique. Alors on va parler de la dynamique des solides. Alors dans le mot solide, il faut plutôt prendre le mot comme objet plutôt que solide comme dur par exemple, c'est-à-dire plutôt objet. Et puis en translation, ça veut dire que vous allez toujours avoir un vecteur vitesse qui va toujours avoir la même direction. Voilà. Alors, ici, c'est une partie qui va être probablement la partie la plus difficile de ce programme de terminale. On va commencer donc par des rappels sur la mécanique que vous avez vue en première. Donc, au point de vue des rappels, le premier, ça va être la vitesse d'un mouvement rectiligne. Alors, la vitesse, on pense que c'est simple. En fait, c'est une notion qui est très compliquée à comprendre. Et on va essayer de redétailler un petit peu comment est-ce qu'on fait pour pouvoir calculer la vitesse ici en mécanique. Alors déjà au point de vue de son unité, la vitesse se mesure en mètres par seconde ici, donc ça c'est l'unité, ça c'est facile. À un instant donc t, on va prendre un point qu'on va appeler souvent m, voilà, et puis on va donc essayer de noter sa vitesse. Alors sa vitesse par contre on va la noter v. Mais attention, v c'est une fonction du temps, donc on va noter entre parenthèses petit t. Donc ici on a une fonction du temps, donc c'est pour ça qu'on le met entre parenthèses, comme en mathématiques on marque f de x, ici c'est une fonction de vitesse, et notre variable ne sera pas x, ce sera le temps. Alors ici vous voyez que c'est une vitesse qui va être par contre instantanée, c'est-à-dire une vitesse à un instant donné. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une vitesse à un instant donné? On va tout simplement essayer de faire prendre un intervalle de temps que l'on va faire tendre vers une durée infiniment courte. Alors je vais pas refaire tout le cours de première, mais ce que je veux dire c'est que en fait la vitesse, on va utiliser un outil qui s'appelle la limite, qui va nous permettre de dire que justement, je vais prendre la vitesse qu'on connaît classique, qui s'appelle la vitesse moyenne, et je vais faire tendre la durée sur un temps infiniment court, et dans ce cas-là, on aura cette vitesse instantanée. Alors on va pouvoir noter que cette vitesse v de t, elle correspond à quoi? Elle correspond, à la vitesse moyenne de ce point sur un intervalle de temps infiniment court. Dans le cas d'un mouvement rectiligne le long d'un axe OX, la vitesse v de t est définie comme, alors en fait je vais pas refaire le cours, mais si on fait tendre le temps vers 0, la vitesse moyenne va se transformer en dérivée. Donc on va pouvoir noter que la vitesse c'est quoi? C'est la dérivée de la position x par rapport au temps. Alors comment est-ce qu'on va noter ça? V de t, donc la vitesse, est égale à la dérivée dx de t divisé par dt. Alors je vous rappelle ici, c'est comme ça qu'on note ici les dérivées en physique. Donc ça va être la dérivée de la fonction position au cours du temps par rapport au temps justement. Voilà. Ensuite, petite remarque, donc je parle de vitesse moyenne, mais finalement, je ne l'ai pas définie, cette vitesse moyenne. Alors la vitesse moyenne, c'est la vitesse qu'on a l'habitude, c'est-à-dire la distance que vous allez parcourir sur une durée. Alors, la plupart du temps, on va la noter v mois, donc pour vitesse moyenne. Donc je vais la noter comme ceci, v mois. Donc ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la distance que je vais parcourir. Alors je vais plutôt marquer un d majuscule plutôt qu'un d minuscule, parce que sinon on pourrait croire que c'est la dérivée. Donc divisé par un intervalle de temps dt. Alors si je connais les positions x à un instant et x à un instant autre, je vais pouvoir dire que ma distance, ça va être la position à un instant t2 moins la position à un instant t1, que je vais diviser pareil sur un intervalle de temps t2 moins t1. D'accord? Ici, en fait, on pourrait dire que c'est quasiment, à cet endroit-là, on pourrait dire que c'est un delta D, c'est une différence de position. Alors, si on va dans un sens ou dans l'autre, les positions ici, ça peut être négatif. Alors, comme votre idée, c'est toujours positive, on pourrait dire aussi qu'on pourra rajouter une petite valeur absolue ici. Voilà. Alors ça, c'est une notion que vous connaissez déjà, la vitesse moyenne. Donc je mesure une distance parcourue divisée par une durée. Voilà. Alors, ce que vous avez vu aussi l'année dernière, c'est la notion d'accélération. Alors, la notion d'accélération, elle rend compte de la variation de vitesse. Et donc,
si vous avez une vitesse qui va varier, qui augmente, bah, vous allez accélérer. Si vous avez une vitesse qui va diminuer, eh bien vous avez un mouvement qui va s'appeler décéléré ou ralenti. Mais on parlera toujours d'accélération, quel que soit le cas, même si votre vitesse diminue. C'est une accélération, on va dire, négative dans ce cas-là. Alors, l'accélération, comment est-ce qu'on va faire pour la noter? Eh bien, on va déjà utiliser son unité. Ce sont des mètres seconde moins 2, donc des mètres par seconde au carré. Donc ça, c'est l'unité de l'accélération que vous avez déjà vue. Et on va la noter de la même manière. Cette fois-ci, on va la noter A de t pour accélération. Cette fois-ci, c'est la fonction accélération qui va dépendre du temps. Alors, de la même manière, je ne vais pas tout réécrire, donc ça correspond à la vitesse, à l'accélération moyenne de ce point sur un intervalle de temps infiniment court. Dans le cas d'un mouvement rectiligne, l'accélération A de t est définie comme la dérivée, encore une fois, de cette fois-ci la vitesse par rapport au temps. Alors, cette accélération, on va la noter A de t, c'est donc égal à la dérivée de la vitesse en fonction du temps, ici. Donc on peut dire aussi par exemple que l'accélération c'est la dérivée seconde de votre position ici sur le temps. Alors c'est comme ça qu'on note les dérivées en physique. Le 2 veut dire deuxième dérivée, je dérive deux fois, et puis par contre le 2 va se mettre sur le t ici. Ce sont les notations, c'est comme ça qu'il faut les écrire. Alors, deux remarques très importantes. Premièrement, si on est dans un mouvement de translation, l'accélération moyenne est égale au rapport de la variation de vitesse sur la durée de parcours. Donc c'est exactement comme on avait vu tout à l'heure, c'est que en fait, si je veux une accélération moyenne, je vais utiliser le même type de formule. À moi, ça va être égal à la variation de vitesse divisée par la variation du temps. Et puis si je connais les vitesses à un instant, je vais plutôt marquer que c'est la vitesse au point t2 moins la vitesse au point t1 que je divise par t2 moins t1. Voilà. Alors, de la même manière que tout à l'heure, en fait, je peux avoir des vitesses qui peuvent varier, donc ça va être des valeurs absolues pour toujours avoir une accélération moyenne qui va être positive. Voilà. Deuxième remarque, très importante aussi, ici, je n'ai pas mis de flèche. J'ai considéré que c'était une grandeur scalaire, pareil ici, je n'ai pas mis de flèche, alors qu'en fait, l'accélération, c'est une grandeur qui sera vectorielle. Donc, l'accélération est une grandeur vectorielle. C'est vraiment pas bien écrit. Si le mouvement n'est pas un rectiligne, alors on va la noter A de t avec un vecteur. Alors rectiligne, ça veut dire que votre mouvement va être suivant une seule et unique droite. Donc on n'aura pas besoin de vecteur pour pouvoir la noter, mais il faut savoir que c'est une grandeur qui est vectorielle, avec donc plusieurs composantes. Mais comme nous, on n'étudiera que les mouvements rectilignes, tout se fera suivant un seul et unique axe, et donc on va pouvoir s'affranchir des notations vectorielles. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour mettre ça en œuvre? On va faire un exemple pour pouvoir le comprendre. Alors ici, vous voyez, la position du point M est définie par la fonction x de t égale 4,9 fois t carré. Alors, j'ai ici mon axe, donc vous voyez, on a bien un mouvement rectiligne. Mon point ici est au point 0. À l'instant t1, donc sa position, ça va être x de t1. Au point t2, au point m2, pardon, sa vitesse, ce sera x de t2, etc., etc., etc. Alors, la première question, c'est quelle distance le point M aura-t-il parcouru au bout de 2 secondes? Alors, on imagine que sur l'axe ici, j'ai représenté la position du point, donc toutes les secondes. Donc ici, c'est 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, etc. Donc on peut dire que par exemple, au point M2, donc au point M2, j'aurai quoi? J'aurai t qui est égal à 2 secondes. Et dans ce cas-là, si je veux ma position, donc ça va être là, on va le noter x. Donc le x à 2 secondes, donc j'aurais pu mettre 2, c'était pas très grave, 2,0, c'est pas très important. Ça va être quoi? Je vais remplacer mon x, mon t dans ma formule ici. Donc là c'est le x de t, le x qui se trouve là, le t ici est entre parenthèses, c'est 2 secondes, donc je vais remplacer ici par 2, ce qui va vous donner 4,9 fois 2 au carré. Quand on fait ce calcul-là, on trouve 19,6 mètres. Voilà. Ensuite, par contre, c'est là où ça se complique. On va vous demander quelle sera sa vitesse au bout de 3 secondes.
Alors, on ne parle pas du tout de vitesse. Par contre, ici, on a une équation qui va nous donner la position. Donc, si je connais l'équation de la position, je vais pouvoir déterminer sa vitesse. Alors, la vitesse, je peux renoter sa formule. Eh bien, la vitesse ici de t, eh bien, c'est égal à quoi? C'est égal à la dérivée de la position. J'ai pas bien noté. Donc, c'est égal à, pardon, excusez-moi. Donc, à la dérivée, décidément, de la position par rapport au temps. Donc ça veut dire que je vais prendre cette expression-là, que je vais dériver par rapport au temps. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des erreurs, qui vont rediviser par t après. Attention ici, on va faire comme si c'était votre fonction comme en mathématiques. Hein. Par exemple, si je vous dis f de x est égal à 4,9 x au carré, moi, si je vous demande de dériver, eh bien, dans ce cas-là, on va faire exactement la même opération ici. On va pas rediviser par x après. Donc, ne vous trompez pas ici. Ça veut dire qu'on va dériver. C'est par rapport à quoi on va dériver? C'est par rapport au temps. Donc, dans ce cas-là, eh bien, ça va vous donner 4,9 fois 2 fois t. Donc, 4,9 fois 2, ça vous donne 9,8 fois t. Donc là, j'ai maintenant par contre l'équation de ma vitesse instantanée. Je vais donc pouvoir calculer sa vitesse au bout de 3 secondes. Donc ce qui veut dire que au point M3, t est égal à 3, secondes. Donc moi si je veux la vitesse au point 3 secondes, eh bien ça va vous donner 9,8 fois 3. Hein, je remplace ici dans ma formule ici le t, ça vaut 3, donc je mets v de 3 égale 9,8 fois 3. Dans ce cas-là, si je fais mon calcul, on va trouver 29,4 mètres par seconde. 29,4 mètres par seconde. De la même manière, quelle sera son accélération? Alors ici, on vous dit à chaque instant. C'est un peu bizarre. Comment est-ce que je peux savoir son accélération à chaque instant? Eh bien, on ne sait pas. Bon, on va quand même essayer de le faire et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, maintenant, si je connais la vitesse, eh bien, je peux aussi connaître son accélération. Puisque l'accélération de votre point va être égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire que je vais encore une fois dériver cette expression par rapport au temps. Donc ici, si je dérive, eh bien ça va vous donner 9,8. Donc en fait, ici, 9,8 ce seront des mètres par seconde. On peut le noter si on veut, donc mètres par seconde, mètres seconde moins 2. Et donc, quelle sera son accélération? Regardez bien, c'est une constante. Donc à chaque instant, eh bien l'accélération de votre objet sera égale à 9,8 mètres par seconde carré. Donc à chaque instant, puisque ça ne dépend pas du temps, ici j'ai une fonction qui ne dépend pas du temps, eh bien l'accélération du temps va être égale à 9,8 mètres seconde moins 2. Alors 9,8, ça doit vous faire peut-être penser à quelque chose. En fait, 9,8, c'est aussi ce qu'on appelle l'accélération due à la pesanteur. C'est-à-dire qu'en gros, vous subissez tout le temps la même accélération. Il est fort probable que votre objet ici soit plutôt en chute libre. C'est-à-dire qu'en fait, votre objet il va plutôt avoir une chute libre verticale, comme ceci. Voilà. Alors, petit 3, c'est un point très important. C'est ce qu'on appelle la résultante des forces. Alors, je vais peut-être le voir dans une prochaine vidéo, parce que si ça fait déjà 13 minutes, c'est déjà pas mal. Voilà, je vous dis dans ce cas-là, au revoir et à bientôt.